enchaîner sur la troisième table ronde de cette première journée de restitution Ado Privacy, du projet Ado Privacy. Et cette table ronde est dédiée à une thématique qui est celle de la faible prise de conscience des enjeux, des stratégies des plateformes numériques et des droits numériques, des points qui ont déjà un tout petit peu été abordés ce matin. Et pour ne pas trop perdre de temps, je vais présenter les intervenants au fur et à mesure de leur prise de parole. Et nous allons commencer par entendre Julien Rossi, qui est maître de conférence à l'université Paris 8 au sein du laboratoire SEMTI et qui est expert en protection des données à caractère personnel. Et il va aborder les difficultés des adultes interrogés à enseigner justement ces questions juridiques en lien avec la privacy. Oui, c'est mieux. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et toutes mes excuses par avance parce que je vais devoir partir à l'issue de ma présentation pour le campus à Paris 8 pour un cours que je n'ai pas pu déplacer. Donc effectivement, ma présentation portera assez rapidement sur la question de la façon dont les adultes que nous avons interrogés, je ne reviens pas sur la présentation des entretiens, puisque la présentation de notre corpus d'entretien a été faite dans la matinée, mais les adultes que nous avons interrogés dans les différents établissements, on aborde la question donc des droits, notamment des droits à la vie privée et à la protection des données personnelles avec les élèves, ce que sont les difficultés dont ils et elles nous ont fait part, mais également ce que sont dans certains cas les succès aussi, puisque il y a aussi des succès quand même dont on nous a fait part. Alors, une première difficulté, ça peut être la difficulté d'intégrer ces questions dans un cours, c'est-à-dire que tous les cours ne se portent pas de façon égale au fait d'aborder la question des plateformes numériques. Par exemple, si jamais vous donnez vous faites cours de latin, c'est plus difficile d'intégrer dans le programme de cours de latin ces questions que si vous enseignez par exemple la technologie. Et y compris si jamais vous êtes dans une discipline qui se prête facilement au fait d'aborder ces sujets-là, eh bien, selon le volume que vous avez à traiter, vous n'arrivez pas toujours à traiter de ces questions-là en particulier, et ce d'autant que les sujets, on va dire, en dehors du programme en tant que tels qui sont à aborder, il y a la question des risques par rapport aux plateformes, par rapport à la vie privée, mais il y a tout un tas d'autres sujets sur lesquels les établissements scolaires sont attendus. Alors, dans ce contexte-là, un rôle qui a paru particulièrement saillant, c'est le rôle des professeurs principaux, notamment parce que du coup, indépendamment en fait finalement de la discipline d'enseignement, le professeur principal est confronté et en première ligne en fait vis-à-vis des questions qui peuvent se poser, soit parce qu'il y a des problèmes de harcèlement dans la classe, soit parce que ces personnes sont plus facilement, il y a des temps de vie de classe, il y a des temps en fait dans lesquels ces questions peuvent être plus facilement abordées. Alors lorsque les questions elles sont abordées, elles le sont souvent, on l'a déjà entendu tout à l'heure, abordées sous l'angle du droit à l'image, de la responsabilité individuelle, de la prévention de différentes formes de risques, notamment du cyberharcèlement auxquels sont confrontés les élèves dans les établissements scolaires, collèges, lycées. Se pose alors un certain nombre de questions. Comment parler par exemple des sanctions de façon crédible lorsque dans le quotidien de ce que constatent les élèves, ils constatent bien que tout le monde n'est pas forcément sanctionné, par exemple, pour cause d'infraction au règlement général de protection des données, que par ailleurs, tous les établissements ne sont pas forcément eux-mêmes, des établissements scolaires, à l'aise de la même manière par rapport à leur propre conformité, à leur propre pratique. Donc ça crée une difficulté de dire, par exemple, méfiez-vous, je prends l'exemple, méfiez-vous des GAFAM, et en même temps on s'en sert dans le cadre de l'établissement scolaire, donc ça peut créer une difficulté. Et puis surtout, le constat qui a déjà été évoqué, c'est tout à l'heure par
Laurence Leuvener sur la question qui peut être anxiogène en fait d'une entrée uniquement par les risques et dans lesquels la question des droits est moins abordée. Donc là sur effectivement la question des droits, le droit à la protection des données à caractère personnel qui inclut certes la question du consentement mais aussi par exemple la possibilité d'exercer un droit d'accès. C'est quelque chose qui est peu abordé, voire pas du tout. La question aussi du rôle des plateformes, c'est ce qui était souligné aussi tout à l'heure, le rôle des plateformes en tant que tel, un rôle qui n'est pas neutre en fait dans les relations sociales, est moins abordé et avec une difficulté qui est ressentie par les adultes que nous avons interrogés, alors à faire prendre conscience de risques qui paraissent en fait assez lointains, assez abstraits finalement à cet âge-là, alors que par exemple la question de la pression des parents, la pression des pères, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent, mais le rôle des plateformes dans tout ça, c'est pas alors beaucoup d'adultes en ont conscience, mais après toute la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à aborder ces questions. Alors, quand même un exemple, puisque j'avais dit que je parlerais aussi d'exemples de retour positif. J'ai l'exemple d'une professeure principale qui est professeure de latin, donc on pourrait se dire cours de latin, voilà, Cicéron n'a pas beaucoup publié sur les réseaux sociaux, et César n'a pas tweeté sa guerre des Gaules en 280 caractères, mais comme elle est professeure principale, c'est des questions qu'elle aborde, et en fait elle a abordé notamment en parlant de sa propre expérience et en leur racontant par exemple qu'elle a raconté à ses élèves que comme elle les entendait beaucoup parler de TikTok, elle a voulu essayer, elle a trouvé ça horrible et elle leur a raconté pourquoi, et dans des termes qui n'étaient pas des termes du coup comment dire de morale, mais vraiment de dire de s'interroger en leur disant mais pourquoi vous infligez ça quoi, et donc dans ce cas-là, parce que par ailleurs il y avait dans le cadre de la relation d'élève à professeur principal, un cadre de confiance qu'elle avait su instaurer, ben là, il y a eu des discussions et la question de la plateforme elle-même a pu être abordée. Et dernier point, parce que j'ai déjà dépassé les 5 minutes auxquelles j'avais promis de me tenir, mais par contre, une difficulté qui est soulevée, c'est qu'une fois que dans les cas où ça a fonctionné et où la discussion a pris, ce qui arrive quand même aussi des fois, une difficulté arrive en deuxième étape, c'est qu'un des points que certain nombre d'élèves, mais beaucoup d'adultes ont évoqué, c'est la question de comment est-ce que je fais pour m'extraire par exemple d'une plateforme, sachant que si je m'extrais de cette plateforme, c'est aussi une façon de m'extraire du groupe. En particulier, par exemple, le groupe classe sur WhatsApp, souvent. Groupe en plus plutôt aussi pour des usages légitimes. Parler des devoirs, se rappeler qu'on a un examen le lendemain. Sauf que ces usages légitimes, ils peuvent être aussi très dérangeants du point de vue de l'intimité, parce que le téléphone, on l'a, et les adolescents et adolescentes aussi, à côté de soi quand on va se coucher, on le fait charger. Et là, au moment où enfin on a oublié le stress de l'examen du lendemain matin, et bien là, le téléphone qui sonne, et on a une notification. Et au fait, c'est quoi déjà qu'on devait réviser pour l'examen demain, ou bon courage pour l'examen demain, on espère que ça va passer. Et donc ce type d'intrusion, qui pourtant pour des usages très légitimes, savoir comment les gérer, comment faire en sorte que des gens qui souhaiteraient sortir de cette pression permanente de la notification puissent le faire tout en ayant accès aux informations. Enfin, c'est des questions sur lesquelles les adultes qui ont abordé ces questions se sont sentis particulièrement démunis, y compris lorsque la conversation se passait bien. C'est-à-dire que finalement, la conversation débouchait là sur une forme de, en tout cas pour l'instant, d'impasse. On en a parlé, maintenant on en a bien conscience, mais on ne sait toujours pas quoi faire. Merci beaucoup Julien. Et en plus, ça fait écho à une question que nous a posée ce matin Yann Brunat, donc merci infiniment. Et on va tout de suite enchaîner avec une présentation de Valentina Dimitrova. Et donc, je poursuis. Donc, vous avez déjà eu le temps de lire ces citations. Donc, on n'a pas tous la même manière de réagir. Même les personnes formées en responsabilité ne savent pas forcément réagir par rapport à la diffusion d'images intimes. Est-ce que c'est la faute des élèves? Est-ce que c'est la faute de celui qui a diffusé l'image? Il y a des questions auxquelles on n'a pas de réponse claire. Elles existent, les réponses, mais elles ne sont pas clairement dites. Est-ce qu'un élève a le droit d'envoyer une photo intime d'un de ses camarades? Qui doit-on défendre? Il y a des questions qu'on n'a pas d'arbitrage clair, qui n'ont pas d'arbitrage clair dans les établissements scolaires. Bah oui, ça fait des tensions. Et donc, quand ils évoquent les stratégies économiques des plateformes, parce que ça apparaît quand même quand on leur pose la question des responsabilités des plateformes, donc on se retrouve...
Bon, on se retrouve effectivement, l'ordre de diapo qui n'est peut-être pas le bon, mais c'est pas grave. Donc, on se retrouve effectivement avec le sentiment, l'impression de domination et de l'inévitable soumission des usagers, parce qu'il nous rappelle que les conditions générales d'utilisation ne sont jamais lues faute de temps. Plusieurs interviewés insistent sur le caractère incontournable du numérique et des plateformes pour accéder à des contenus et des services, tout en évoquant le fait que les plateformes aussi ont changé quelque part leur perception de la frontière entre le public et le privé. Mais face à la puissance des plateformes, nos interviewés adultes, hein, je le rappelle, se sont en position de dépassement et de soumission. Ils ont surtout une impression de domination quand ils comparent la situation d'aujourd'hui. Par exemple, un professeur de Génibois compare la situation de son oncle qui avait... oui, c'est ça. Donc, qui avait, dans les années 80, effectivement, fait un procès à un magasin de photos qui avait récupéré l'une de ses photos pour en faire une affiche, sans lui demander son avis. Effectivement, aujourd'hui, c'est compare la question donc de l'image et de sa circulation sur les plateformes. Effectivement, on se retrouve face à une réalité économique qui est complètement différente et où ces sujets là ne sont pas étonnantes, se banalisent un peu alors qu'elles ne devaient pas en fait. Pour une autre interviewée, les plateformes monétisent les usages numériques des jeunes en les poussant à une connexion sans arrêt, par exemple grâce à l'usage des applications numériques. Et donc c'était ça la citation effectivement. Mais non, c'était même pas la bonne. Ok, c'est ça la citation. Donc effectivement, on se retrouve aussi dans l'idée qu'il faut dénoncer quelque part ces stratégies des plateformes qui cherchent à transformer des questions de droit en questions de bonne conduite à suivre. Et donc, on retrouve certains adultes particulièrement critiques par rapport à ces situations. Je pense qu'il faut une connaissance de la loi. Ça peut paraître un peu sec de dire ça, parce que c'est pas pédagogique, mais c'est important que ça ne soit pas que du bon sens, du comportement à suivre personnellement pour être bienveillant. Non, il y a une loi. Et donc, je retrouve la citation, je dois l'avoir sous la main ailleurs. Je suis désolée, mais la technique n'est pas aujourd'hui avec nous. C'est dommage. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Et donc, ton statut d'individu avec les droits, il a une vraie existence. C'est comme ça que notre monde et démocratie sont construits. Il te protège, il t'interdit aussi pour protéger les autres. Je pense que ce n'est pas bien cadré parce que ce serait un peu abstrait pour eux. Et Internet, en fait, a dilué un peu cette histoire de droit et je trouve, et de loi. Par exemple, sur la pornographie, c'est hyper dilué. Il faut juste cocher plus 18 ans pour entrer sur un site pornographique. En fait, la loi, c'est que tu ne peux pas mettre un enfant face à une image pornographique et que tu es responsable si tu le fais. Donc, on voit effectivement qu'il y a aussi, à côté de ces quelques discours que je vous ai montré tout à l'heure à titre d'exemple, sur le sentiment du fait que de toute façon nos données personnelles sont récupérées, que c'est toujours un deal, fournir nos données pour avoir un service numérique. Donc on retrouve quand même et heureusement c'est un peu la critique des plateformes et les exigences portées envers ces plateformes qui portent sur leur mode de fonctionnement, sur les relations qu'ils ont avec les utilisateurs en termes de communication. Donc, il ne suffit pas de donner uniquement, faire des guides d'utilisation, des conditions générales d'utilisation ou des tutoriels pour pouvoir entrer dans une plateforme. Mais il faut ces utilisateurs qui sont par ailleurs enseignants et qui, du coup, sont dans cette posture-là, des enseignants qui transmettent et qui ont le devoir de parler à des jeunes dans le cadre de leur cours du numérique, ils s'attendent aussi à avoir un peu plus d'action de la part des plateformes pour que ces plateformes apportent davantage d'informations sur leurs fonctionnalités, sur les conditions d'utilisation, et qu'ils forment aussi des utilisateurs. C'est un peu cette responsabilité
concernant la formation qu'on retrouve. Par exemple, lorsque l'une des interviewées nous dit honnêtement, je pense qu'il faut que les plateformes mettent des choses en place parce que certains usagers, tu vois, peut-être toi et moi, on peut y arriver, mais certains usagers ne sont pas capables parce qu'ils n'ont pas de connaissances et donc il faut que ce soit les plateformes. Oui, le manque de compétences d'usagers et des capacités, il y a ce qu'on ne peut pas faire et puis il y a ce qu'on ne sait pas faire. Donc, et je pense que je vais terminer là-dessus parce qu'on va pouvoir en discuter lors de nos échanges, mais je laisserai si le son revient, je laisserai la partie de Nicole à être présentée. Et Nicole, est-ce que Nicole, le son est revenu ou pas? Avec du coup le point de vue des jeunes. Je vous entends. On t'entend. Ah, oui. Maintenant on t'attend. Ouais, on t'entend. Alors, non. Parfait. Vous me dites, hein. Vas-y, Nicole, on t'attend. Ok. C'est à toi. Donc, moi, je vais présenter 2 points qui sont liés d'ailleurs. Ce que savent, surtout ce que ne savent pas les jeunes sur les droits de l'Internet et les droits qui les concernent aussi en tant que mineurs. Et également sur ce qu'ils disent des formations scolaires reçues dans le cadre de l'éducation à la culture numérique. Alors, le premier point, ce que nous avons constaté, surtout nos terrains, quand nous avions des données, c'est pas du tout évident d'en avoir puisque la plupart des droits sont pas connus. Donc, c'est la méconnaissance générale de ces droits. Paul, par exemple, qui a 14 ans, 4e, qui pense que oui, il doit y en avoir des droits, mais je sais pas lesquels, ou Evelyne, qui a 17 ans, classe terminale, qui suit l'option droit et grands enjeux du monde contemporain, pense que, enfin, la méconnaissance des droits de l'Internet chez les jeunes est sans doute due en grande partie parce qu'Internet est encore récent, on est en train encore de découvrir ce sur quoi légiférer. Et puis, Lucide, elle reconnaît que même les autres droits, ceux, comme elle dit, dans la vie réelle, ne sont pas non plus connus. Hubert, qui lui aussi suit la même option, s'interroge sur l'existence de lois qui préserveraient de la surveillance et de l'exploitation des données. Enfin, bref, ils ne connaissent pas, ils ont le sentiment de ne pas connaître ces droits et leurs droits. Or, ce que nous disons, c'est que la connaissance de ces droits serait capacitante, moins capacitante. Ils seraient, par exemple, moins vulnérables face aux exploitations marchandes de leurs données personnelles, moins défaitistes face au gigantisme des réseaux sociaux. Comme Yanis, en seconde, 15 ans, classe favorisée, le dit, simplement que l'exercice de ces droits est impossible. Je pense qu'ils ont d'autres choses à faire. Une personne qui demande ces infos, quand à l'occasion d'une discussion sur le droit à l'effacement, que tous ignorent, j'y reviendrai, où il pourrait aussi, la connaissance de ces droits leur permettrait de mesurer l'étendue de ces dispositifs numériques sur lesquels il faut rester vigilant, comme les moteurs de recherche, les assistants vocaux, etc., les enceintes connectées, qui sont exclus on l'a dit déjà ce matin, des réflexions juvéniles sur la protection de leurs données personnelles. Et également, ça pourra atténuer ces insupportables atteintes à leur dignité qui peuvent arriver, on en a parlé ce matin, en sachant qu'ils peuvent faire supprimer certains des messages, par exemple. Ou encore, parce qu'ils développent aussi une forme de culpabilité un peu floue, on en a parlé également ce matin, ça pourrait avoir cette vertu-là, la connaissance des droits, de supprimer ce sentiment de culpabilité qu'exprime bien Pauline, en terminale, classe favorisée. Je sais que j'ai toujours accepté les cookies, mais que ce n'est pas bien. Alors on se dit, mais si on intègre une dimension juridique plus importante dans leur formation, qu'est-ce qu'ils en pensent? Eh bien, on a eu une classe de seconde avec qui on a débattu sur ce point. Tous étaient d'accord et ont approuvé l'idée d'être formés à leurs droits sur Internet. C'est sûr que ces jeunes qui sont toujours en phase de découverte des réseaux sociaux, ils ont plus ou moins 3 ans d'expérience.
ils ont déjà souvent été mis à l'épreuve. Hein. Ils disent tous être en attente d'une formation qui associe une réflexion juridique, une dimension abstraite, mais aussi des connaissances concrètes, des recours possibles. Mais alors, paradoxalement, ce sont les terminales qui sont dans cette option droit et grands enjeux contemporains qui l'apprécient très modérément, cette formation au droit de l'Internet. Elle est perçue sans intérêt ou peu attractive. Ou bien, ils en minorent l'intérêt en jugeant en gros que les droits dans l'Internet sont moins cruciaux que les autres droits nécessaires dans la vie réelle. J'ai Madonna en terminale qui pense que éteindre son smartphone va résoudre tous les problèmes, tandis que dans la vraie vie, je trouve qu'avoir des droits, c'est beaucoup plus important. Clara aussi, qui dit avoir peu d'attrait pour les droits de l'Internet, qu'elle associe aux grandes affaires délictueuses, criminelles. Elle n'est pas concernée par ce type-là d'affaires pour elle. Ou Hubert qui reconnaît que ça sera intéressant et qu'on a un peu le tort de s'y intéresser qu'en cas de problème. Mais néanmoins, ces jeunes nous ont donné une piste de questionnement qui rencontrerait peut-être mieux leur intérêt. C'est la comparaison entre les droits français, européens, états-uniens et les conflits entre ces multiples droits. Sur plusieurs de nos terrains, on a eu ce questionnement-là, y compris en collège. Des jeunes disent mais je crois qu'aux États-Unis ça se passe pas pareil ou alors nos données sont stockées aux États-Unis au niveau de l'expression publique ou si c'est pas pareil. Bon, ça c'est apparemment une question qui les intéresserait, qui dans tous les cas les interpelle. Alors évidemment, on le voit, ça sera pas simple d'inclure une dimension juridique renforcée, approfondie, et ça va demander de concevoir de nouveaux dispositifs pédagogiques. Et là, je tends une perche pour la prochaine table ronde de demain, puisque nous avons fait une proposition des microfictions pour précisément rendre attractive une formation juridique en évitant un formalisme un peu aride, mais capable de leur permettre d'identifier les principes juridiques en jeu dans leur pratique numérique. Et j'en viens donc, je l'ai dit en début, aucun jeune sur aucun terrain ne nous a parlé spontanément du droit à l'effacement de leur publication qui pourrait leur nuire ou qu'ils regrettent. Or, c'est vrai que quand même, il faut se souvenir que ce droit que l'information et la formation sur les droits numériques sont négligées dans les formations qu'ils reçoivent. Même précisément, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? On en a parlé aussi, je crois que c'est Laurence, c'est une formation diffuse, on a autant de mentions d'intervenants, d'associations, gendarmes que de mentions d'enseignants. Alors, concernant les interventions extérieures, une des premières remarques, on va dire que, bon là il va falloir nuancer. Il y a beaucoup de critiques et notamment des plus âgés qui pensent souvent de façon rétrospective ce que les associations ou intervenants, gendarmes et autres rencontrés au collège ces lycéens les plus âgés sont très critiques. Ce sont des interventions courtes, très centrées sur les dangers. Alors ça, beaucoup de chercheurs l'ont déjà évoqué, à commencer par Sophie, mais je pense à Barbara Fondard-Lemendek. Qu'y a-t-il encore les collègues en sciences de l'éducation ou Anne Cordier. Bon, la question de la centration sur les dangers critiqués, c'est un phénomène connu de longue date. Ce qu'on note aussi, c'est que le sujet du cyberharcèlement fait partie des sujets les plus traités dans ce type de formation. D'ailleurs, des enseignants aussi. Et petite parenthèse, je pense que nombre de chefs d'établissement et d'enseignants ont dû être assez agacés par les derniers propos médiatiques ou politiques sur l'absence de formation sur le cyberharcèlement. Je referme la parenthèse. En revanche, les plus jeunes et les plus vulnérables
ont apprécié ces interventions extérieures. Ils découvrent complètement que certaines de leurs pratiques peuvent être illégales et ils ont bien apprécié d'avoir des informations sur cette dimension-là. Et ils sont souvent jeunes et souvent les plus vulnérables dans les classes populaires, les plus précarisées, donc qui peuvent des appréciations plus positives. C'est le cas de l'appréciation d'une intervention de la brigade de prévention de la délinquance juvénile, par exemple. Concernant les enseignants, ils sont évoqués, les professeurs documentalistes, le CDI, EMI, hein, on voit que les professeurs de langue, la question des fake news, les formations dans les sciences numériques et technologiques qui sont dites approfondies, et des professeurs pour les premières de la nouvelle spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, qui font partie des interventions appréciées. En général, les informations des enseignants montrent d'une part des contenus et des formats didactiques beaucoup plus diversifiés que ceux des associations extérieures ou enfin plus généralement des intervenants extérieurs. Alors, et d'ailleurs, certains cours sont appréciés parce qu'ils traitent plus en profondeur, mais aussi parce que disons qu'il y a un format didactique qui intéresse, comme par exemple ces lycéennes qui se souviennent avoir fait des recherches d'informations elles-mêmes et qui avaient apprécié cette exploration du sujet plus active que les conseils un peu descendants qui peuvent être donnés dans ces formations-là. Nicole, excuse-moi de t'interrompre, c'était pour te signaler qu'il te restait 1 minute. Pardon, C'est pour te signaler qu'il te restait 1 minute, pardon, sur ton intervention. Ok, d'accord, mais ça fait rien, je continue quand même. C'est trop de travail, je finis, Laurence, mais il me reste 2-3 minutes, ça va. Et si tu m'accordes 1 ou 2 minutes, ça va. Là, j'en viens sur des jugements d'autres jugements et qui concernent globalement l'ensemble de ces formations-là. Je l'ai dit, hein, dans les appréciations positives, ça me permet aussi de rassembler ce que j'ai déjà dit un peu en pointillé. Ils apprécient les dispositifs qui leur donnent des informations concrètes, précises, comme un numéro vert, le nom d'un référent dans l'établissement, et ce qui leur permet une prise de conscience. Ce qui a été très apprécié aussi, c'est les jeunes d'une classe média en 3e qui avaient énormément apprécié la variété, la diversité des intervenants, notamment journalistes, des sujets travaillés, des activités réalisées, et puis ils savaient que leurs enseignants de cette classe média pouvaient les aider face aux problèmes qu'ils rencontrent. Mais globalement, les avis sur l'ensemble des formations sont mitigés. On l'a dit, focalisation sur les risques, je développe pas pour aller plus vite. Également, ils ont l'impression que les interventions se focalisent sur les pires cas pour leur faire peur, pour qu'ils ferment leurs comptes de réseaux sociaux. L'impression que est évoqué le côté négatif de la chose. Bon, ça vient aussi que cette appréciation mitigée que n'est pas abordé les problèmes réels auxquels ils sont exposés. Par exemple, l'accent est mis sur le cyberharcèlement ou les cookies alors qu'ils sont exposés aux arnaques. C'est ce que nous dit Bob. Certains ressentent aussi dans le discours des intervenants une critique du capitalisme numérique. Or, ça les convainc pas puisque on le verra dans d'autres tables rondes, mais il y a une adhésion au modèle économique des plateformes numériques qui est quand même bien partagée chez la plupart des jeunes.
D'autres, d'autres ont regretté qu'il n'y ait pas assez de débat, quoi, pas assez de discussion sur ces sujets, puisque en plus les usages de chacun différents, c'est important d'avoir des débats. Et puis enfin, ils ont pu regretter que, enfin, l'aspect, l'impression d'incompétence des intervenants, y compris enseignants, avec l'idée de compétences générationnelles que les plus âgés n'ont pas, qu'eux ont. Parfois, ils ont l'impression que y a des redites par rapport à ce que leur disent les parents, par exemple. Bon, je pourrais comme ça développer. Je vais donc finir, sinon Laurence, tu vas me reprendre. Donc, en résumé, on peut dire que les apports de ces formations, selon les adolescents même, hein, sont modestes. Hein. Ils disent avoir reçu beaucoup de messages de prévention, mais peu de messages qui les ont vraiment aidés. Et ça résonne avec les autres points, ça résonne avec ce que vous avez dit ce matin. Ils sont déçus par les interventions brèves qui durent qu'1 heure, ils sont bien plus intéressés par des investissements plus longs qui leur permettent d'accéder à une meilleure compréhension de l'ensemble des enjeux, qu'ils soient technologiques, économiques, etc. Merci. Merci beaucoup Nicole. Alors c'était vraiment important évidemment qu'on ait le point de vue des jeunes et puis on peut rentrer aussi un petit peu plus dans le détail de choses que nous avons évoquées de façon assez rapide ce matin. Et pour conclure cette première partie de la table ronde, je vais tout de suite laisser la parole à Florence Thiault, puisque comme nous vous le disions, nous avons fait un certain nombre de recommandations. Et Florence Thiault est, pour rappel, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Rennes 2, au laboratoire Préfixe. Et ses travaux de recherche portent justement sur les cultures numériques et les pratiques informationnelles, notamment en contexte éducatif. Merci. Certaines recommandations ont déjà été présentées lors de la table ronde numéro 1. Les recommandations sont présentes dans le rapport, à la fin du rapport. Il y a une recommandation générale qui a déjà été évoquée ce matin sur prendre en compte la question des droits culturels des jeunes et puis cette lutte contre le cyberharcèlement dont on va reparler dans la table ronde suivante et cette question de l'effacement des données qui les concernent lorsqu'ils le demandent, puisque on voit que concrètement, les jeunes ont des difficultés à faire effacer leur compte, à faire effacer les données, ils ne savent pas concrètement comment le faire. Une autre recommandation qui renvoie, qui a été évoquée dans les présentations, dans la présentation de Nicole, les questions de recommandation aux plateformes aussi, et puis lors de cette table ronde, le fait qu'il y ait que pour les acteurs, ça soit plus davantage identifier quels sont les principes juridiques. Il y a quand même une méconnaissance des principes juridiques généraux, et puis le renvoi aussi vers des tiers de confiance, des associations spécialisées sur les modalités de recours, comment on fait pour signaler sur la plateforme ou aller plus loin, puisque certains jeunes lors des focus group ont parlé aussi de dépôt de plainte au commissariat. C'est des informations qu'ils aimeraient avoir, des informations très très concrètes qui sont présentes sur les plateformes et de façon éparpillée et difficiles à trouver par les jeunes et parfois aussi par les enseignants. Dans les recommandations plateformes, c'est surtout, ils ont beaucoup parlé, les jeunes ont parlé de ça dans les focus group, la difficulté, ils comprennent pas pourquoi leur compte est supprimé d'un seul coup et comment récupérer ce compte. Ils n'ont pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et d'un seul coup, leur compte est supprimé, ils ne savent pas gérer, retrouver leur compte, ou il est hacké aussi souvent. C'est vraiment des cas courants qu'ils ont évoqués lors des entretiens. Par rapport aux acteurs du secteur éducatif, dans le cadre des sessions à l'éducation aux médias, il y a
une faible connaissance des questions juridiques par les enseignants, mais il y a aussi la question aussi de non-maîtrise, parfois générationnelle, des modalités de certaines plateformes par rapport aux plateformes numériques. Donc comment fonctionnent ces plateformes dans l'exploitation et la protection des données personnelles. L'information aux usagers, il faut aller la chercher où on valide les CGU de façon automatique pour pouvoir aller plus loin, mais sans les lire, c'est ce qu'évoquent d'ailleurs dans les entretiens les enseignants. Et la question de la modération des contenus est assez n'est pas toujours bien affichée aussi. Il y a une méconnaissance de ce point de vue-là, et puis il y a aussi une volonté aussi parfois des plateformes de ne pas être claires sur ces sujets-là. Au niveau de la mise en œuvre institutionnelle de l'EMI en matière de privacy, on a vu qu'il y avait qu'on faisait appel régulièrement à des partenaires extérieurs, au-delà des enseignants, qui forment donc sur les questions de privacy et qui ne sont pas toujours au clair sur les connaissances juridiques associées à cette question, et puis qui n'évoquent pas, qui prennent aussi, qui ont une vision positive des plateformes, qui le prennent sans approche critique, on va dire. Et souvent, cette formation est aussi axée, ça, les jeunes, ils le ressentent de façon négative, sur la responsabilité individuelle, c'est votre faute si vous... Enfin, c'est pas dit comme ça, mais ça revient à cette forme de culpabilisation, c'est que vous n'utilisez pas correctement, vous n'avez pas mis en place suffisamment d'éléments de sécurité pour, si vous rencontrez des problèmes, vous en êtes responsable d'une certaine façon. Et comme c'était déjà évoqué, les recours ne sont pas, ça reste, ils ont un peu de mal à percevoir quels sont les recours possibles pour pouvoir sortir de situations problématiques. Ça a été dit plusieurs fois, mais c'est une des recommandations sur lesquelles on peut insister et qui paraît vraiment importante. Éviter les séances de formation au danger de l'Internet. Les jeunes, en plus, ça se répète au cours de la scolarité, qui reprend des questions de culpabilisation autour des pratiques numériques des jeunes, qui sont des pratiques courantes pour eux, autour de la construction de l'image de soi, et puis sur les filles, avec une couche supplémentaire pour les filles qui sont culpabilisées d'exposer toute partie de leur corps, de leur habillement, etc. Il y a une contrainte encore plus forte qui est portée sur les filles. Alors qu'on est dans une sociabilité adolescente, pour eux, ça fait partie de leur vie quotidienne. Et c'est vrai que les plateformes numériques fonctionnent aussi sur cette valorisation de l'exposition de soi. Donc ça fait partie du dispositif en soi. Par rapport aux recommandations au pouvoir public, puisqu'on a plusieurs niveaux de recommandations, ça serait sur la question du consentement éclairé des mineurs. Il semble que c'est pas clairement explicité, alors que ça fait partie du RGPD, qu'il y a un consentement explicite. Et cette question de l'effacement des contenus, une fois qu'ils ne sont plus mineurs, s'ils veulent revenir, le droit à l'oubli, ça a été évoqué par les élèves, mais concrètement, comment ça se met en œuvre, c'est pas forcément évident pour eux. Et puis donc une recommandation concrète, prévoir un accueil, un accompagnement et une procédure de saisie de la CNIL pour les mineurs, puisqu'il en existe une pour les adultes, mais spécifique parce qu'on a vu qu'il y a des cas particuliers spécifiques aux mineurs. Je crois que je m'arrête là sur les recommandations. Et donc, l'équipe va sortir. Voilà. Merci beaucoup pour ces présentations. Merci d'avoir essuyé les plâtres et donc de laisser du coup la place aux 4 prochains aux discutants et discutantes que j'invite à nous rejoindre. Donc merci infiniment à Nicole Boubé, Valentina Dimitrova, Julien Rossi et Florence Thiault pour cette première présentation des résultats. Et nous allons accueillir tout de suite Gaëlle Enaf, Isabelle Ferroc-Dumez, Anne Morel et puis Karsten Willem, que je vais représenter de façon plus conséquente au fur et à mesure de leur prise de parole.
Bien, alors nous allons tout de suite entendre et avoir les éclairages de quatre intervenants et intervenantes. Nous allons démarrer, contrairement à ce qui est indiqué dans le programme, par une présentation, une intervention de monsieur Gaël Enaf, qui est maître de conférence habilité à diriger des recherches en droit privé à l'université de Rennes 2, université dans laquelle il enseigne notamment le droit du numérique, justement, et le droit des données. Il est l'auteur de plusieurs rapports sur ces questions, notamment l'usage du numérique dans les situations de placement familiaux. Alors c'est un point qu'on a un peu frôlé ce matin, mais dans lequel vous allez pouvoir peut-être rentrer un peu plus en détail. Et voilà, vous avez donc travaillé sur le droit de la protection des données privées, l'application du droit aux enfants, et donc quel est votre regard de juriste justement sur cette question de la faible prise de conscience des droits numériques par les jeunes et aussi par les adultes? Merci pour cette présentation et merci pour cette invitation à Julien Rossi, qui est parti, et à Sophie GL. Voilà, même si le temps d'échange avec vous va être quand même très très court. Que vous dire? D'abord que j'ai été quand même très touché par les multiples renvois au droit, à la connaissance du droit, à la connaissance, puis à l'enseignement du droit, puisque c'est ce que je fais à longueur de temps. J'y reviendrai peut-être un petit peu à la fin si j'ai le temps. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne piste, toute la bonne piste, mais voilà, je pense qu'il y a aussi un hommage rendu au droit qui montre que le droit, quand ça va pas, quand ça dérape, quand on ne sait pas trop où aller, le droit, ça permet de rassurer, ça cadre, et on l'a vu en matière éducative, notamment dans les situations de placement. On a souvent entendu des éducateurs nous dire « Non mais ça c'est pas possible, la loi l'interdit ». Et voilà, c'est un peu comme ça que je suis rentré dans les questions de droit. Et de droit applicable aux situations de placement, c'était justement par cette interrogation permanente de collègues sociologues, notamment Émilie Potin avec qui j'ai travaillé, ou d'éducateurs qui me disaient « mais ça on a le droit, on n'a pas le droit », et voilà, que dit le juriste, que dit la loi? Eh bien, malheureusement, quand on se penche sur ces questions de manière attentive, on s'aperçoit que la loi ne dit pas toujours tout. La loi n'a pas tout à dire. Portalis le disait, il faut laisser quand même aux mœurs, au temps, aux pratiques, le soin aussi de régler les infinis détails de la vie quotidienne. Et si la loi se mettait à tout réguler, on n'en finirait pas. Donc, ce renvoi à la loi est un bel hommage, mais je pense qu'il faut renvoyer plus au droit qu'à la loi. Et c'est pas juste un jeu de mots, c'est que le droit est plus complexe que la loi. Le droit, c'est la loi, mais c'est aussi la jurisprudence qui permet une interprétation, une application au fil du temps de la loi. Et puis c'est aussi l'application par des autorités de régulation. Et c'est aussi la régulation qui est hors droit, la régulation des acteurs sociaux, des pairs qui aussi arrivent à faire du droit. En droit, on a quelque chose qui s'appelle la coutume et les usages qu'on respecte parce qu'elles sont source de sécurité juridique et ça fait partie du droit. Et je pense qu'il y a aussi un hommage à rendre aux pratiques qui arrivent à réguler un certain nombre de situations complexes qu'on ne pourrait pas réguler par avance par des lois, sauf à faire des laboratoires d'expérimentation juridique, mais on n'a pas le temps de le faire. Et rendre hommage aussi à cette pratique qui donne des solutions là où on n'a pas forcément de texte. Donc quand on dit il y a une loi qui interdit ça, moi j'aurais tendance à dire mais quelle est la pratique? Quelle est l'habitude suivie? Si on est dans l'habitude suivie, c'est rassurant. Si on est hors l'habitude suivie, c'est pas rassurant. Je vous donne un exemple. Les banques nous ont dit pendant très longtemps qu'il était habituel que les mineurs de 16 ans, 15 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans, etc., ouvrent un compte bancaire. C'était pas dans la pratique suivie par les familles. On sait qu'elles ont réussi à imposer ça dans la loi, de faire ouvrir des comptes bancaires à des enfants jeunes, mais la pratique nous disait le contraire. Et là, c'est un peu ça. Et quand on a travaillé avec Émilie Potin sur les situations de placement et qu'on nous renvoyait que dit la loi ou que dit le droit, on s'est aperçu que dans beaucoup de cas, la loi et le droit disaient rien du tout et c'était les éducateurs, les travailleurs sociaux, les assistants familiaux qui se débrouillaient avec la chose et qui s'en débrouillaient très bien. C'est-à-dire qu'elles avaient, par exemple, je pensais aux assistantes familiales avec qui on a bossé, on a fait aussi des focus group, elles avaient inventé un système qui était le leur, le système des assistants familiales, par exemple, du département 29, qui consistait à dire, par exemple, moi, je suis pas très chaud d'ouvrir un téléphone portable et un abonnement, un téléphone portable à des enfants de 12-13 ans.
C'est pas très juridique, hein, mais au moins c'était vécu et elle le sentait comme ça. Très bien, très très bien. Du moment que ça se fasse aussi sous contrôle d'une autorité, sous contrôle des parents. Et c'est un peu le petit pont que je voudrais faire aussi avec le droit et la loi, c'est que en juillet 2023, vous avez vu qu'il y avait une loi qui était sortie sur la majorité numérique, visant à instaurer une majorité numérique, visant à instaurer avec un objectif, mais en le faisant. Donc c'est assez rigolo de dire des objectifs qu'on met en pratique. Et à lutter contre la haine en ligne. Alors l'ambition, c'était peut-être ça, lutter contre la haine en ligne et instaurer la majorité numérique. Si on a 2 secondes ici, penchons-nous sur un texte qui a l'air hyper clair. C'est un renvoi légal, chouette, la majorité numérique, tous les médias s'en sont emparés, youpi, ça y est, on y est. Enfin, alors que sur les réseaux sociaux, les enfants sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus présents, au moins la loi fait raccorder la réalité avec le droit. Super. Alors regardons 2 secondes. Pour les enfants, 15 ans, la majorité numérique. Pourquoi 15 ans? Pourquoi un seuil d'âge alors que tous les juristes vous diront que le seuil d'âge est arbitraire, abstrait et souvent injuste? Ce qui est mieux, c'est une pratique douce et voilà, une pratique contrôlée par les parents, pas une majorité. Et puis s'agit-il, même pour les enfants de 15 ans, d'une majorité numérique? Ça voudrait dire qu'à partir de 15 ans, on peut tout faire comme un adulte, c'est-à-dire on exerce l'ensemble de ses droits numériques. C'est ça, la majorité numérique. Mais c'est pas ça le texte. Le texte dit consentement, le mineur de 15 ans, plus de 15 ans, consent seul à l'inscription sur un réseau social. Ah bah, c'est une petite majorité numérique, ça c'est moi ce que j'appelle une majorité numérique au petit pied. Au petit pied, mais vendu comme, comme l'immeuble de luxe au 4e étage, sans personne au-dessus, avec piscine. Bon, c'est pas une majorité numérique. Deuxième intervenant, deuxième interrogation, les parents. Enfin, alors que tout le monde dit ici, il faut remettre les parents au centre du jeu, la médiation parentale, l'accompagnement, c'est important. On dit quoi? On dit, après 15 ans, les parents, oust, dégagés. Alors, ils reviennent avant 15 ans, certainement, mais après 15 ans, quel est leur rôle? Enfin, c'est quand même le rôle de l'autorité parentale de veiller à la santé, la sécurité, la moralité des enfants. Pourquoi les sortir du jeu comme ça à partir de 15 ans? Enfin, moi, c'est quelque chose qui... Et en plus, ça ne les sort pas véritablement du jeu, parce que d'abord, il y a l'inscription, mais il y a aussi l'usage d'Internet et des réseaux. Dans la tête de la loi, les réseaux sociaux, c'est tous les mêmes. Mais vous avez vu ce que c'est que les réseaux sociaux? Vous avez vu la différence entre un Tinder, un TikTok et un Snapchat et un LinkedIn? On ne peut pas traiter les réseaux sociaux exactement de la même façon. Tout dépend de ce qu'on y fait. Donc si l'inscription peut être défendue à 15 ans, l'usage, à mon avis, ne peut pas être défendu comme un usage autonome. C'est pas possible. Et puis, de toute façon, les parents auront toujours la responsabilité vis-à-vis des enfants. Et puis, je pense aussi au dilemme, au problème des situations intermédiaires ou difficiles. Par exemple, les placements, les situations de placement. Comment ils vont faire dans les situations de placement? Alors déjà, ils doivent faire référence aux parents. Et là, ils vont faire face à des enfants de 15 ans autonomes sur les réseaux sociaux qui vont leur dire moi, je m'en fous, moi, du contrôle, de la protection du juge. Moi, j'ai la majorité à 15 ans. Bon, de belles discussions en perspective. Et puis, troisième acteur qui est aussi super important et intéressant, les professionnels des réseaux sociaux. Moi, je me suis dit, ce dispositif, en fait, c'est un cadeau aux réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé les bornes, comme disait le sapeur Camembert, passer les bornes, il n'y a plus de limite, parce qu'ils ont laissé s'inscrire des gamins, quel que soit l'âge. Donc là, on leur dit, oh, allez, jusqu'à 15 ans, ça va, après, vous avez raison, mais avant, bon. Donc, c'est bon pour eux. En fait, c'est pas bon pour eux, parce que réfléchissons un peu, les réseaux sociaux, d'abord, il y en a plein de nationalités différentes. Ils ont à faire face à des législations différentes partout dans le monde. La loi COPPA des États-Unis, 13 ans. La loi sur le RGPD, 16 ans, avec la possibilité de déroger pour chacun des pays. En France, 15 ans. Et en plus, sa disposition de 15 ans, majorité numérique, elle n'existe qu'en France. C'est une spécificité française. Donc, bonjour pour les réseaux sociaux. Je pense qu'ils vont avoir des cheveux blancs à se faire, des soucis à se faire. Et puis, surtout, c'est la question aussi après de la vérification de l'âge, parce qu'on voit bien que toute la question repose sur la vérification de l'âge. Si, alors, le rapporteur du projet de loi nous dit on va protéger les enfants en fixant un âge à 15 ans. Mais comment il va protéger mieux les enfants de 15 ans et avant 15 ans et après 15 ans qu'avant 18 ans et après 18 ans? On ne saura jamais l'âge.
Alors, il y a des systèmes de déclaration très souples, il y a des systèmes de vérification beaucoup plus intrusifs, et il y a des systèmes d'estimation avec, vous avez un langage, enfin vous échangez avec un chatbot, et puis le chatbot vous dit « Oh ben non, vous avez 15 ans, vous êtes stupide, vu que vous ne savez pas, par exemple, qui est la Reine des Neiges, et ben je pense que vous voilà, vous avez tel âge. » Bon, ça veut dire en fait que même pour les réseaux sociaux et les professionnels, cette affaire-là ne va pas arranger leur compte. Donc en fait, pourquoi fait-on des lois pour communiquer avec le public et avec les médias et pas pour réguler un certain nombre de questions? Et moi je dis, arrêtons de faire des lois pour communiquer. Et voilà. Et je terminerai juste sur une actualité moi qui me choque profondément, c'est Aurore Berger là, qui est en train de développer un projet de loi sur la responsabilisation des parents, la remise au centre de l'autorité parentale. Moi, je suis défenseur de l'autorité parentale, je dis très bien, sauf que ce projet de texte, c'est pas de redonner l'autorité parentale, la preuve, les lois les suppriment, c'est responsabiliser, pénaliser les parents. Ce qui est autre chose, et on ne s'étonnera pas que des collègues, Claude Martin et Irène Théry, aient démissionné de la commission de la famille qui avait été réunie lundi, et l'information vient de passer dans Le Monde, si vous voulez la suivre, et je la trouve tout à fait légitime, cette démission. Voilà, j'en finis là. Merci. Merci infiniment, Monsieur Hénaf, parce que, alors, en revanche, vous abordez des questions effectivement très pratiques et immédiates et d'actualité, mais voilà, les solutions existent-elles? Vous soulevez plutôt la question, et ça rejoint aussi les interrogations des jeunes qu'on a évoquées juste avant. Pour compléter un peu cet éclairage, je vais inviter Isabelle Ferroc-Dumez à intervenir en suivant. Elle est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Poitiers. Elle est chercheure au laboratoire Techné et formatrice également à l'INSPE. Elle a une double casquette aujourd'hui, à la fois en tant qu'enseignante et chercheuse, ce qui est déjà en soi une double casquette, mais elle est aussi directrice scientifique et pédagogique du CLEMI. Et donc, voilà, quel est votre point de vue sur justement cette question de la faible prise en compte des enjeux et des droits liés au numérique chez les jeunes et aussi chez les adultes? Merci beaucoup pour votre invitation aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Alors, moi, quand j'ai lu l'intitulé de la table ronde, j'ai un peu tilté sur le premier mot. Je suis désolée. Parce que faible, ça m'a étonnée. Parce que faible, ça veut dire qu'il y aurait on parle d'intensité, finalement. Et moi, je trouve qu'elle peut être très intense, cette prise de conscience, à la fois chez les jeunes et chez les enseignants. Mais surtout, le problème, c'est qu'elle a des contours flous et qu'elle est lacunaire. Cette conscience, elle est sur le mode de l'alarme. On en a parlé plusieurs fois depuis ce matin. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus en train de souligner les devoirs des usagers que leurs droits, et à faire culpabiliser les jeunes, individuellement ou collectivement, comme les parents, les enseignants, à dire qu'ils font n'importe quoi, qu'ils ne se rendent pas compte. Et je trouve que c'est dommageable parce qu'on est plus sur un jugement moral finalement que de l'éthique ou de parler de devoirs. Après, moi, je pense qu'on en arrive là parce qu'en effet, on l'a souligné à plusieurs reprises, il y a une véritable faible connaissance de ces enjeux qui, de fait que ça affaiblit cette conscience. Alors, moi, je pense qu'il y a 3 problématiques par rapport au monde de l'école. Alors, la première, c'est qu'on est en train de parler d'objets numériques. Et notamment, ce sont des objets qui n'ont pas forcément une place légitime à l'école. Pour beaucoup d'enseignants, font partie de la culture populaire, ces objets numériques. Ils ne méritent pas forcément d'être étudiés comme des objets d'études, comme on veut le faire en éducation aux médias et à l'information. Et de fait, vont repousser ça en disant qu'il y a d'autres sujets que ces objets-là. Et en plus, on fait un focus sur les réseaux sociaux en oubliant tout le reste. Donc ça, c'est un peu dommageable. Le deuxième point important, c'est que quand on parle de privacy, on est en train de parler de vie privée, et que pour beaucoup d'enseignants, c'est pas le lieu à l'école de parler de ça, puisque c'est lié à l'expérience personnelle.
et qu'on ne va pas avoir dans le monde de l'école, quand on est enseignant, des modalités pour pouvoir aborder ces questions de façon facile. Quand on est majoritairement en train d'enseigner en grand groupe classe, avec des groupes classes qui montent jusqu'à 38, 39 dans certains établissements, comment peut-on parler de ces questions qui touchent à l'intime ? C'est pas possible en fait. Donc peut-être en effet se dire que pour rebondir, alors je sais qu'on est là aussi pour discuter de ce qui a été évoqué avant, pour rebondir sur la question du professeur ou du professeur principal comme interlocuteur privilégié. Moi, je me pose la question, si cet enseignant n'a pas de modalité pour travailler en petits groupes, pour mettre en place des ateliers, pour évoquer ces questions, il n'y arrivera pas. Alors peut-être que d'autres pistes, notamment la vie scolaire, les CPE, qui vont pouvoir peut-être proposer des ateliers sur le temps du midi, voilà, et pouvoir travailler ces questions d'une autre manière, parce qu'il me semble que le professeur principal, il va avoir ce biais aussi de la question du travail scolaire, avec des associations, des corrélations mauvaises qu'on fait tous entre adultes, même parents. Tes résultats scolaires baissent parce que tu passes trop de temps sur TikTok. Donc voilà, on a tendance à faire des amalgames, et je pense que le professeur principal, il a beaucoup d'autres missions aussi. C'est pas forcément, on n'a pas les moyens en fait en réalité de traiter ces questions. Et à mon avis, le troisième point par rapport à l'école, et vous l'avez largement souligné, c'est le problème de manque de connaissances juridiques des enseignants et de tout le monde, parce que je pense que la culture générale du français sur son droit, ses droits, elle est très très faible. Et de fait, comme on les connaît pas, on peut pas les enseigner. Ça, c'est une question évidente. Et notamment, moi, je suis formatrice à l'INSPE. Et à l'INSPE, on n'a pas de collègues de droit qui interviennent. On est déjà tellement peu d'heures qu'on a beaucoup de choses à traiter. Donc, on va travailler de façon vraiment de saupoudrage sur la question du droit. Mais on n'a pas les moyens aussi, en termes d'heures et de collègues qui pourraient intervenir sur ces questions. Et on n'est pas juriste. Moi, je ne suis pas juriste. Je suis en sciences de l'information et de la communication. J'ai des connaissances du droit, mais je ne peux pas vraiment pousser ça. Donc, si on ne fait pas un effort sur la formation dans la culture générale et aussi dans la formation professionnelle, on aura du mal à dépasser ces freins-là, de fait. Ensuite, j'avais peut-être quelques petites choses à montrer. Je ne sais pas si on peut... alors, si je lance... Alors, on va voir. On va voir si on peut s'en sortir. Ça, c'est pas ma présentation. Alors, il faut que j'en ferme d'autres. Ouais. Alors, et puis... Ouais, il faut que j'aille sur le bureau. Alors c'est juste pour vous parler un peu de notre travail au CLEMI. Alors, il faut que je retourne sur Zoom et que je fasse... là, c'est bon, non? Normalement? Non? Ah. Alors, je peux vous laisser peut-être... pour ne pas perdre trop de temps, je vous donne cette tâche ingrate. Donc, par rapport au niveau du CLEMI, évidemment, on a une mission de formation des enseignants. Le CLEMI, c'est un service de réseau Canopé qui aujourd'hui a une mission importante autour de la formation des enseignants. Ça partage pas? Ah, désolé. Donc au niveau du CLEMI, on fait de la formation depuis très longtemps, depuis 40 ans. On produit aussi des ressources, et notamment sur les sujets liés à la captation de l'attention, à l'économie de l'attention et du fait du design des plateformes, et comment elles peuvent développer des stratégies pour capter nos données et nous soumettre. Éducation à la donnée, les traces, le big data, la question de l'identité numérique, la protection des données, ce sont les sujets qu'on aborde dans les formations. Alors, je voulais rappeler aussi que le CLEMI, depuis 40 ans, a un travail très important qui est d'accompagner l'expression des jeunes. Notamment, on peut passer, voilà... alors, je sais pas... Ah, il veut pas. Alors, il veut avec la télécommande, peut-être ? Il passe pas sur le... Bon, j'ai pas de chance au niveau technique. Il y a des jours... ouais, je vous laisse faire. Donc, au niveau du CLEMI... ça fait 40 ans qu'on favorise les médias scolaires. Et les médias scolaires, c'est accompagner l'expression des jeunes. C'est aborder la question des droits autour de la publication,
du droit à l'image, de la question de la liberté d'expression, avec une conception de la liberté d'expression à la française qui n'est pas la même en fonction des pays. Donc on aborde ces questions-là. Et ça fait longtemps qu'on produit des ressources pour aider les jeunes en fait à prendre leurs droits autour de la publication et évidemment de leurs devoirs, hein, notamment par rapport au droit à l'image. Mais c'est vrai que ces questions de droit-là sont pas forcément centrales en EMI, elles sont plutôt traitées de façon périphérique. Et ce qui me semble très important au niveau du CLEMIC, c'est que ça fait plusieurs années aussi qu'on est sur la question de la coéducation, avec l'idée qu'il faut absolument embarquer les parents autour de ces questions et pas seulement les enseignants. Alors ça va se traduire notamment avec des ressources qui vont être des ressources grand public qu'on a développées ces dernières années, notamment tout ce qui est l'univers transmédia de la famille tout écran, que je voulais vous montrer, et puis on n'y arrive pas, peut-être qu'il faut tout refermer et rouvrir, je ne sais pas. Ça veut pas. Eh ben, écoutez, vous aurez mon adresse, Clémy, longuement. Peut-être qu'on pourra le partager ultérieurement. C'est pas non plus avec la télécommande que ça peut se jouer. Non, il n'y a rien. Ou alors vous la retirez. Voilà. Écoutez, on va peut-être sur les dernières minutes, je vais faire très vite. Donc c'était déjà pour vous montrer une enquête récente qui me paraît intéressante. On parlait beaucoup des paradoxes des jeunes et des adolescents qui reconnaissent eux être bien souvent. Ah, on est en arrière là. On va essayer de repartir. Ah, ça veut pas. Tant pis. Donc la diapo d'avant, c'était pour vous montrer qu'il y avait un paradoxe avec des jeunes qui reconnaissent être régulièrement confrontés à des images violentes et que ça les gêne, mais en même temps qu'ils se rendent compte que finalement pour comprendre un certain nombre d'événements de l'actualité, il faut aussi voir certaines images et des images violentes. Il y a une espèce de paradoxe à dire on en a besoin, mais en même temps on n'aime pas ça, mais on en a besoin. Donc par rapport aux ressources, là aussi on a avancé un peu trop vite et je suis bloquée, je peux pas aller en arrière. Bon, voilà. C'est l'idée aussi de produire de la ressource, alors de la ressource vidéo aussi pour les jeunes, pour se former de façon... Alors vraiment, tout est bloqué. Vraiment, bon, tant pis, on va oublier. On n'arrive pas à avancer, même au niveau comme ça. Donc on a des vidéos, en fait des choses assez ludiques pour leur proposer. Alors ils disent souvent que c'est pas très attractif, hein, la question du droit, vous l'avez évoqué. Donc c'est vrai que ces petites vidéos, c'est aussi une manière d'aborder ça de façon un peu plus ludique et que ça soit des déclencheurs de parole. Et puis l'univers de la famille tout écran, c'est aussi embarquer les parents avec une série qui a été diffusée en fait par France Télévisions, qui est très ludique, hein, pour aborder ces questions. Un guide qui a été diffusé, et ça j'insiste là-dessus, avec l'aide des CAF. Donc, pas forcément les parents issus de CSP favorisés qui vont aller chercher les ressources sur le site du CLEMI. Ça, c'est vrai, on est content que ça puisse se faire. Mais de toucher aussi des familles qui n'iront jamais voir ces ressources numériques et pour qui il faut passer par un guide assez ludique avec des illustrations et notamment des ateliers parents qui ont pu être mis en place à partir de ce guide-là. Donc, la famille tout écran, c'est aussi une BD. Un peu sur le modèle, peut-être, on en parlera sur la prochaine table ronde, je crois, ou demain, des micro-fictions. Hein, c'est-à-dire, on propose la vie d'une jeune fille qui est plongée dans un tourbillon numérique. Et c'est un très, très bon outil pour déclencher la parole, notamment dans les ateliers qu'on a pu mettre en place dans les cités éducatives, où les élèves se reconnaissent éventuellement dans la vie de cette jeune fille, dans les outils numériques qu'elle utilise, ou alors vont, par le biais de « Ah, c'est pas moi, je fais pas comme ça, par contre, ma cousine, elle est comme ça », vont pouvoir parler de façon un peu plus intime de ce qu'ils font sur les réseaux et sur ce qu'ils vont rencontrer dans leur vie numérique en général. Donc, je ne peux pas vous montrer, mais vous pouvez aller sur le site du CLEMI, dans l'espace famille, vous retrouverez le guide de la famille tout est grand, la série, la BD Juliette et surtout les kits de médiation qu'on a créés il n'y a pas très longtemps pour justement proposer à des éducateurs, par des jeux de rôle, par des scénarios, d'évoquer des situations de tension dans les familles concernant toutes les problématiques qu'on a évoquées et notamment des problématiques liées vraiment à la protection de la vie privée des élèves. Donc voilà, on a, je pense, développé pas mal de ressources
qui permettent pas seulement aux enseignants de monter en compétences, aux élèves aussi de se former sur ces questions de façon plus ludique, et puis la communauté éducative au sens large, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier les personnels de direction. On parle beaucoup des enseignants, mais les professeurs documentalistes, évidemment, sont une clé. Je pense que voilà, on va pouvoir évoquer ça aussi. Et puis la vie scolaire. Je pense que c'est aussi important d'embarquer avec nous dans cette mission. Les personnels au sens large. Donc voilà, après je pense qu'on va pouvoir échanger sur d'autres points. Merci. Merci beaucoup, merci à vous Madame Ferroc-Dumez. Et justement, puisque vous nous faites la transition, je la saisis au passage, puisque nous allons entendre Anne Morel qui est justement professeure documentaliste, qui nous a entendu parler des enseignants toute la matinée en ce début d'après-midi. Elle est par ailleurs aussi ici au titre de membre du bureau de l'ABDEN, qui est l'association des professeurs documentalistes de l'éducation nationale. Donc Anne, quel est votre point de vue justement sur ces différentes questions que nous venons d'aborder dans le cadre de cette table ronde? Alors, vous m'entendez? Ouais. Alors, je vous remercie pour cette invitation. Je vous remercie aussi et surtout pour votre travail, les conclusions et les recommandations, les pistes de recommandations que vous soumettez. C'est vraiment un travail qui nous est très précieux, nous les professeurs documentalistes, parce qu'on a besoin de travailler à partir des pratiques des jeunes, de partir de leur représentation, de leurs usages, pour vraiment les amener à construire des savoirs solides et transférables dans leurs propres pratiques et d'entamer des démarches critiques. Alors, voilà, vous m'avez situé tout à l'heure, je parle surtout de ma propre expérience. Je suis toute jeune dans le bureau de l'ABDEN. Alors, je voudrais vous faire part, voilà, à partir de ce que j'ai pu entendre ce matin et les conclusions que j'ai pu lire, de quelques réflexions, notamment sur l'apport des études sur les besoins, des réflexions, voilà, de quoi ont besoin les élèves, les enfants. Alors, j'ai parlé beaucoup d'élèves, petite déformation professionnelle. Je vois que voilà. De leur appréhension des plateformes numériques et de leur capacité à préserver leur vie privée. J'aborderai aussi qu'est-ce que ça nous évoque sur les savoirs enseignables pour répondre à ces besoins, et enfin voir quel rôle peuvent jouer les professeurs documentalistes, leur place dans ces enseignements, les leviers qu'ils ont, mais aussi les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Alors, concernant les besoins mis en exergue par tout ce qui a été échangé ce matin, notamment face aux enjeux soulevés par les usages des plateformes, on voit dans les résultats, donc je ne vais pas répéter, mais une inégalité de compétences, à la fois dans la maîtrise des fonctionnalités, donc des compétences techniques, mais aussi dans la compréhension, pour tout ce qui touche tout ce qui se passe, mais aussi la compréhension des risques et du fonctionnement de ces plateformes numériques. Et aussi en quoi les élèves peuvent être des acteurs qui réfléchissent à leur pratique. Et notamment, dans les besoins, on remarque cette démarche qui est très individuelle et avec une mise à l'écart de toutes les réflexions sur le collectif, que ce soit les organisations, que ce soit les institutions, les organisations démocratiques. Et donc, partir de ces besoins, notamment... on dit qu'il faut adopter des bonnes attitudes, des savoir-faire. Donc, il y a des attentes concrètes de savoir-faire des jeunes, c'est ce qu'ils disent pour certains dans votre enquête. Pouvoir faire des recours, faire connaître leurs droits, trouver les fonctionnalités, éventuellement pour le droit à l'oubli. Pour s'approprier ces savoir-faire, on a besoin de temps pour les interroger, et pour tout simplement les expérimenter. Et pour ce faire aussi, on a besoin de donner du sens, je pense, à ces savoir-faire et ces attitudes. Parce que si on passe à côté du sens, le risque, c'est ce qu'ils nous disent, des sentiments de culpabilisation. Ils rejettent en fait tout ce qu'on peut aborder avec eux. Et ça pose aussi la question d'avoir des savoirs purement déclaratifs et qui ne sont pas du tout transposés dans des pratiques. Ou alors avoir aussi des évolutions d'outils de façon générale et pas de transfert, ou le rendre plus difficile. Donc il y a vraiment besoin d'acquérir des connaissances, des savoirs, comprendre ce qui se cache derrière les vocabulaires, une maîtrise des techniques certes. Je pense à un
des personnes que vous avez, des jeunes que vous avez interrogés, qui parlent des difficultés au niveau qu'il ne comprend pas pourquoi lorsqu'il signale ce qui se passe. Bien peut-être aussi qu'il y a une méconnaissance du fonctionnement de la modération sur ces plateformes. Donc c'est des choses qui sont importantes d'aborder, la place de l'humain, du travailleur derrière, mais aussi de l'automatisation de ces modérations. Donc tout ça pour apporter du sens et permettre vraiment aux élèves d'acquérir de l'autonomie, mais aussi de voir que leur autonomie, elle se replace dans un contexte de responsabilité, certes individuelle, mais aussi collective. Quelle est la responsabilité des parents, des enseignants, mais aussi des organisations, que ce soit ces plateformes, ces entreprises, mais aussi les pouvoirs publics, l'Europe et les questions de gouvernance. Alors, je vois que le temps va un peu vite, donc je passerai. Je voudrais voir à quoi on peut rattacher ces savoirs, lesquels les transmettre. C'est des questions qu'on se pose beaucoup, notamment à l'Abden, pour permettre aux élèves d'avoir cette maîtrise intellectuelle et technique et adopter une attitude critique et éthique dans leurs usages numériques et informationnels notamment, c'est-à-dire être capable d'évoluer en toute autonomie et en connaissance des enjeux démocratiques, mais aussi écologiques. C'est quelque chose qui peut les rendre sensibles et aussi économiques. Et je pense qu'il y a une partie de ces connaissances qu'on peut rattacher aux cultures de l'information. Donc des choses qu'on aborde, nous, avec les élèves, les cultures médiatiques, numériques, les cultures de l'image, c'est-à-dire que le droit à l'image, certes, c'est important de le connaître, mais il faut aussi comprendre comment fonctionne une image, comment elle est produite, comment elle est véhiculée, quelle histoire être capable de la décrypter. Donc il y a tous ces savoirs-là qu'on peut considérer comme une forme de culture qu'il est important de nourrir et d'apporter aux élèves pour pouvoir, pour leur permettre de se saisir effectivement des questions de droit et les rendre, avoir les capacités d'action et de réflexion, de saisir ces enjeux. Je pense notamment aux notions aussi qui sont liées aux questions soulevées depuis ce matin d'identité numérique, à savoir il y a l'identité de ce que l'on déclare, que ce soit volontairement ou que les autres héritent, dont on hérite, ce que les autres disent de nous, mais aussi toutes les données qui sont agissantes, qu'on peut laisser, les données calculées. Et donc, travailler avec ces savoirs-là avec les élèves pour voir la complexité des choses et leur donner des outils en capacitant et de compréhension et de saisir les enjeux. La notion de profil, par exemple, ils la connaissent très bien, mais on peut aussi faire un pas de côté, réfléchir à cette notion de profil, comment elle est construite par les grandes entreprises, qui est la gestion des big data, le traitement des données, et construire tout ça avec eux. Je trouve que ça peut leur permettre justement de sortir de ce qui était constaté, d'une responsabilité individuelle forte qui peut être culpabilisante quand on commence à percevoir certaines choses, mais que ça reste flou. Donc tous ces savoirs liés aux cultures informationnelles en général, au pluriel, puisque médiatique, puisque de l'image, puisque etc., me semblent en capacitante pour les élèves. Et donc les questions de droit aussi peuvent... effectivement, ça a été souligné plusieurs fois, c'est pas trop dans la culture de l'école d'aborder le droit, mais c'est des questions qu'on peut se poser, par exemple, avec les élèves. Je pense en SNT, pourquoi est-ce qu'il y a la DMA, pourquoi il y a la DSA. Ça permet d'intégrer tout ça à la modération, à la gestion de plein de choses, en fait. Que font les entreprises, que font les autorités publiques pour obliger les entreprises à, et moi, qu'est-ce que je peux faire en tant que jeune de 15 ans, en seconde. Donc toutes ces questions-là, elles sont vraiment importantes. Et le rôle, je pense, du professeur documentaliste, alors je m'étonnais tout à l'heure d'entendre le défenseur des droits parler de la nécessité de créer un CAPES. Alors il y a le CAPES de documentation qui existe et qui va... Bon, pourquoi pas la Greg, mais après, j'ai bien aimé aussi lorsqu'il a parlé de la nécessité, non, je ne sais pas si c'est lui, mais ça a été dit, le besoin de former les cadres. Et je pense que c'est ça aussi, parce que les professeurs documentalistes, donc leur CAPES basé sur les sciences de l'information et de la communication, c'est pour ça que je vous remercie de tous vos travaux, parce que c'est vraiment ce qui nous aide à construire les savoirs enseignables, donc on peut appeler l'infodoc, l'information documentation, et qui sont reconnus dans notre circulaire de mission. Et je pense qu'effectivement, former les cadres aussi au fait qu'il y a des professeurs documentalistes qui peuvent aborder ça,
voilà, ce serait une bonne chose. Voilà, les députés découvrent notre existence. Voilà, bon, bref. Voilà. Alors, donc ça, c'est voilà, un peu notre rôle d'enseignant, professeur documentaliste, d'aborder et de construire avec les élèves donc, ces cultures voilà, qui, quelque part, leur apportent les éléments pour faire face à ces questions liées à leurs données privées. Et comprendre les enjeux des plateformes numériques. Alors, quelle place, la question qui se pose, donc à la fois les leviers du professeur documentaliste pour son enseignement, mais aussi les freins, c'est quelle place il a dans le secondaire. Alors, il a son enseignement avec des démarches pédagogiques propres, la recherche d'informations, mais aussi l'organisation de débats, des productions qui permettent aux élèves d'avoir une démarche de réflexion et d'appropriation des savoirs. Il le fait très souvent en alliance avec d'autres enseignants dans l'interdisciplinarité, dans des projets en EMI, mais aussi en éducation, en EAC artistique et culturelle ou sur les démarches d'orientation. Donc voilà, ces savoirs-là, ils peuvent être contextualisés en interdisciplinarité. Il travaille beaucoup en partenariat avec le CLEMI, avec la CNIL ou des associations. Et je vais conclure. Alors, on a quelques difficultés. Je pense qu'il y aurait besoin d'un cadre, notamment pour permettre une progression pédagogique et dans le temps, et pour éviter ce que les élèves reprochent, c'est-à-dire des interventions ponctuelles. Et voilà, les enseignants documentalistes auraient besoin de cela, besoin d'une formation continue. Parce que certes, même si on intègre les questionnements sur les grands enjeux, ils évoluent vite, et notamment, je pense, voilà, aux questions de gouvernance. Là, le RGPD, ensuite le DMA, DSA, cet été, enfin, il n'y a pas de formation continue. Alors, il y en a une partie qui est formée, qui est apportée par le Canopé et le CLEMI. Besoin aussi d'outils et de matériel adapté. Voilà, quand on n'utilise que des outils qui pose question du point de vue des données personnelles des élèves, ça peut poser question. Et aussi peut-être, donc tout ça aussi c'est lié à cette réflexion sur la formation des cadres, c'est dans la constitution des programmes. On voit que dans les programmes même sur lesquels on s'appuie, dans lesquels on peut intégrer nos enseignements, il peut y avoir des biais dans la manière dont ils sont formulés. Et ce serait important que vraiment l'apport de la recherche innerve les réflexions des instances ministérielles sur les constitutions des programmes. Un exemple, réflexion sur la réécriture des programmes d'EMC actuellement. Conseil supérieur des programmes, il n'y a pas beaucoup de gens issus des sciences de l'information et de la communication pour accompagner cette réflexion. Donc je ne parle pas d'agrég, mais je parle peut-être d'inspection, mais que les instances, la recherche et ce que vous pouvez nous apporter sur les pratiques des jeunes pour qu'on arrête de leur plaquer des représentations fausses et qu'on puisse vraiment réfléchir à des savoirs enseignables de qualité utile pour les élèves et futurs citoyens qu'ils seront. Merci beaucoup Anne Morel pour cette belle ouverture, et on va encore ouvrir les perspectives avec Carsten William, qui est enseignant à la faculté des sciences économiques, sociales et juridiques de l'université de Haute-Alsace. Il est chercheur aussi au centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques, le CRESAT. Et il est également membre, entre autres choses, du réseau international de recherche comparative sur la privacy. Donc là, vous allez peut-être pouvoir nous apporter un éclairage sur les différences internationales dans la façon peut-être d'aborder ces questions dans les différents travaux de recherche que vous avez pu consulter ou auxquels vous avez pu participer. En tout cas, je vais essayer d'amorcer ça, mais c'est un vaste champ. Merci d'abord aux organisatrices et organisateurs de m'avoir invité pour parler ici. Je trouvais ça très enrichissant, très intéressant, très ancré dans les pratiques, avec en plus les praticiens qui peuvent témoigner de manière très éloquente et à propos. Enfin, c'est vraiment des choses dont on a besoin aussi quand on fait des recherches, d'avoir ces retours-là, et donc le projet là aussi créé. Donc d'abord, déjà, bravo pour ça, je trouve ça super. Alors, je vais d'abord rester un petit peu dans le sujet, je veux dire, effectivement, les sciences à l'infocom, pour faire le petit cocorico de ce côté-là. Je ne sais pas s'il a voulu dire ça, le défenseur des droits, mais il y avait une question, quand il était question d'instaurer les SNT, que l'infocom aurait un rôle plus important à jouer. Peut-être, il faudrait appuyer sur ce bouton-là à un moment donné.
Oui. Ça serait bien, oui. Alors, je dis ça comme, on va dire, comme fanboy plutôt, sans avoir effectivement la réalité du terrain. J'ai quelques éclairages, mais qui me pointaient dans une autre direction, avec des professeurs plutôt informatiques ou autres, où je dis c'est très bien, hein, mais il faut que ça soit complété quand même par d'autres réflexions. Voilà, je ferme ma parenthèse, mais je pense que c'était comme important. Depuis mes débuts de jeune chercheur, j'avais une proximité entre les deux sujets, éducation et culture numérique. J'ai travaillé sur des campus numériques en ligne, et j'étais aussi un peu cheville ouvrière dans un campus numérique, donc ce sujet-là, ça me parlait un peu quand même. Depuis ce temps-là, je suis plus ouvert maintenant aux cultures numériques au sens pluriel, et notamment avec une focalisation internationale. C'est pourquoi je fais partie aussi de ce groupe qu'on a co-créé avec quelques collègues de différents pays, pas uniquement européens d'ailleurs, et on travaille sur ce qu'on appelle un fuzzy concept, un concept flou, la privacy, et c'est peut-être là ma porte d'entrée en fait pour dire que bon, on parle toute la journée depuis ce matin de ça, mais est-ce qu'on sait ce que c'est? Bon, personne ne sait ce que c'est exactement. Évidemment, il y a des livres qui ont défini plein de choses. Je ne vais pas les citer. On sera encore là demain. Mais la question s'ouvre et se complexifie énormément quand on la porte à l'international. Et quand on pose la question, mais comment ça se passe chez vous et quelles sont vos pratiques? Et je pense que la comparaison, pour résumer déjà en entrée de jeu, elle sert à ça, à décentrer et à se décentrer, et à se mettre en cause aussi dans la recherche et les concepts qu'on utilise. On connaît le caractère relationnel de la privacy. Je vais aussi là jeter une petite mini pavé dans la mare, parce que Sophie a dit ce matin, il n'y a pas de démocratie sans privacy. Ben, il y a même des chercheurs qui disent que la privacy peut nuire à la démocratie. Alors, 2 secondes. Comment ça? Non, pas uniquement en Chine. Non, pas uniquement en Chine. Non, dans le sens, par exemple, des Brabander, il défend l'idée que la vie privée est un mauvais fondement pour la démocratie. Écoutez, qu'il s'agit d'une valeur relativement nouvelle, dont on a rarement profité au cours de l'histoire, mais qui a été constamment persécutée et qui est politiquement et philosophiquement suspecte. Alors, on n'est pas obligé de partager cet avis, mais il faut le connaître, il faut savoir qu'il existe, et ça, c'est encore des chercheurs qui viennent plutôt dans ce qu'on appelle, nous, dans notre groupe, des weird countries, des pays bizarres, mais c'est parce que c'est l'acronyme Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Ça fait weird. Et donc, en fait, l'idée, c'est maintenant, on cherche à savoir comment ces questions sont débattues, vues, vécues ailleurs que toujours dans les mêmes zones, les nôtres, qui sont les zones dont est issue la notion de privacy, et qui a été cadrée et conceptualisée par des chercheurs de nos pays, avec nos épistémologies, avec nos cadres de pensée. Il n'y a rien de mal à ça. Il ne s'agit pas de faire de la cancel culture du tout, mais de comparer, tout simplement, de s'ouvrir un petit peu ce qui existe ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on va dire en Chine, on va faire du culturalisme. Les Chinois prouvent que c'est mieux d'avoir pour le collectif moins de privacy. Au contraire, justement. Mais là n'est pas le problème. Mais la question est vraiment intéressante, puisque du coup, ce qu'on a pu faire, et c'est comme ça, on s'est rencontrés aussi une fois lors de la conférence ASI à Mulhouse sur ce sujet. On invite en fait les collègues à proposer des papiers sur ces questions-là, en s'ouvrant un maximum, en comparant plusieurs pays, si possible en dehors de l'Europe aussi, et on retrouve des choses vraiment très intéressantes. Mais il est même pas besoin, vous n'avez même pas besoin d'aller aussi loin. Quand vous regardez l'Eurobaromètre déjà, et vous posez la question, est-ce qu'il y a une alternative à la diffusion de vos informations? Et ben, vous avez la République tchèque de l'un côté qui dit 70% il n'y a pas d'alternative. Et vous avez de l'autre côté la Roumanie à 30% qui dit il n'y a pas d'alternative. D'accord? Donc on n'est pas du tout dans une moyenne stable à travers différents pays. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien.
Il faudrait creuser un petit peu la méthodologie de l'enquête, etc. Il y a plein de questions à se poser par rapport au cadre national aussi, de la comparaison, certes, nationalisme méthodologique. Est-ce que vous pensez que vous avez beaucoup de contrôle sur l'information que vous donnez en ligne? Est-ce que vous pouvez la corriger, etc. C'était une question qui était posée il y a 4-5 ans, je crois. Et donc là aussi, vous avez les Grecs qui, par exemple, je prends les Allemands qui pensent que pas beaucoup de contrôle à 45%. C'est énorme. Et vous avez en face des gens ou des pays comme le Portugal, 18%. Qu'est-ce qui explique ces différences? Donc, il ne s'agit pas de citer l'Eurobaromètre à longueur de journée, parce que c'est un tri à plat comme ça, mais il interpelle et il interroge. Donc, c'est pourquoi on pousse la comparaison et on arrive là, on est en train de mettre en publication un numéro de Social Media and Society sur cette question-là avec notre groupe, et donc on a sollicité des publications, donc pas les nôtres mais des collègues, où on trouve effectivement des descriptions de situations pratiques justement, de pratiques locales et de représentation de la privacy au Barbade, en Australie, au Ghana, en Slovénie, donc c'est Europe, plutôt nord, plutôt sud, mondial, etc., où on trouve des cultures de privacy différentes, des représentations de privacy différentes. Alors, ce qui les traverse, et je trouvais ça vraiment très intéressant, ce que vous avez aussi trouvé, c'est effectivement les conditions socio-économiques. Et ça c'est une constante, c'est pas un facteur culturel. Donc, encore une fois, on ne voudrait pas tomber dans le culturalisme et dire que tout s'explique par une vague culture qui, d'ancêtre à ancêtre, était transmise, etc. Enfin, je pense qu'on a dépassé ça. Bien sûr, il y a l'interculturel, mais dans les questions qui sont aussi politiques que les questions de la vie privée, sa gestion, son encadrement, son côté juridique, il ne faut pas s'y arrêter. N'empêche que on constate toutes ces différences où on peut constater que la privacy en tant que telle, elle est relationnelle, elle est collectivement pensée et mise en œuvre, et elle ne peut pas s'arrêter à la question à un étudiant, un élève, un enfant. Qu'est-ce que tu en penses ou comment tu fais? Il n'est jamais seul, elle n'est jamais seule. Et dans certains pays qui ont été objet d'études par nos collègues, il y a des collectifs entiers qui stimulent une réflexion sur le privacy et qui laissent une empreinte forte sur les pratiques. Alors, on n'est pas obligé de dire ça c'est la bonne pratique. On peut s'y opposer, on peut dire qu'il y a un contrôle social, qu'est-ce qu'a faire la religion dans ce cadre, qu'est-ce que c'est ce régime, etc. Très bien, mais constatons-le, et puis regardons comment fonctionne la privacy pour mieux la définir, d'un point de vue chercheur, c'est ça. Donc comparer, c'est pourquoi on s'y engageait dans ce cadre-là, et on trouve ça vraiment très stimulant, donc je vous invite à venir, si on organise des événements, de venir nous rejoindre et parler avec ces personnes qui viennent un petit peu de partout, et lire ce qu'on publie aussi. Pour résumer, je pense, et on est d'accord là-dessus dans le groupe, qu'il faudrait que les adolescents puissent développer une conscience politique, et non seulement une compétence. Et la privacy, elle sert à ça, le sujet. De travailler là-dessus, ça sert à ça. C'est la théoricienne du droit, Julie Cohen, je ne sais pas si vous le connaissez bien, mais qui fait valoir l'importance de conserver le concept de vie privée sous une forme ou une autre, comme moyen de défense contre les effets dissuasifs de la collecte et du traitement continu de données. C'est un moyen aussi pour une lutte politique qui est extrêmement importante aujourd'hui, mais sur le sujet précis de la collecte des données, qui est juste une partie de la privacy, si on veut la comprendre dans son intégralité. Donc comparons. Nous, on voudrait bien vous inviter à ça. Sans doute le CLEMI le fait déjà avec ses acolytes d'autres pays. Il doit y avoir des échanges aussi. Ça nous intéresse aussi. C'est une dynamique, je pense, qui est très positive. Et voilà. Donc
je ne vais pas vous radoter des exemples, bon, il y en a trop, mais tout ça, ça peut se construire ensemble. Et donc, pourquoi pas porter un projet comme le vôtre à l'international d'une manière ou d'une autre, ou de le mettre en contact avec d'autres projets de ce type qui sans doute existent quelque part. Ouais. Merci beaucoup. Voilà une belle, alors pas conclusion, mais invitation. Qui est faite. Je vais laisser la parole. Merci à tous les intervenants de cette table ronde, membres de l'équipe Ado Privacy et nos discutants qui nous ont apporté des éclairages vraiment passionnants sur ces sujets. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle peut-être sur ce qui a été dit ou en ligne ? Sachant qu'on a respecté le retard, si j'ose dire, qu'on avait depuis le début. Donc on peut prendre 2 questions. Je ne sais pas si... Oui, Sophie, pardon. S'il n'y a pas de questions, je vais en poser une, surtout sur l'international et sur cette petite pique consistant à dire que la privacy serait opposée à la démocratie. Et puis aussi sur la dimension culturelle de la privacy. Forcément, la privacy, c'est la conception de sociétés qui se pensent comme des sociétés des individus, comme disait Norbert Elias, c'est-à-dire qui pensent que la liberté, politique, elle a du sens parce qu'elle est référée à un individu qui est présumé capable d'accéder à la raison et donc d'accéder au raisonnement, d'accéder à l'autonomie. Et donc effectivement, c'est pas à la fois il y a un consensus international sur le respect du droit à la vie privée, entendu comme le fait d'aller et venir sans être suivi de façon anonyme dans l'espace public, n'est-ce pas? Je rappelle ça parce que même dans nos pays, voilà, qui ont érigé ce droit en droit fondamental, on voit se rétrécir comme peau de chagrin son application. Mais du coup, je me demandais, voilà, si vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur les différences, non pas anecdotiques, mais les différences fondamentales qui vous apparaîtraient dans ce rapport à la vie privée. Et voilà. Et évidemment, ça pose plein d'autres questions sur comment c'est transmis, éduqué, etc. Oui, pardon, Carsten. Oui. D'accord. Alors, premièrement, j'aime bien rappeler ce moment qui était cité dans la littérature où, en fait, la notion de privacy, comme droit individuel, protection de données personnelles, a été utilisée à l'encontre de populations opprimées, marginalisées, etc. C'était dans le cadre, je crois que c'était dans le cadre de l'Australie ou du Canada, il faut que je vérifie, qui nous a rapporté un des écrits où effectivement le gouvernement a fait valoir qu'il fallait détruire les documents qui ont amené à une situation d'injustice sous prétexte de préserver la privacy de personnes impliquées. Et du coup, ça nuisait aux droits des populations indigènes. Voilà, c'est très extrême, on est d'accord. Hein, mais ça peut être utilisé aussi contre la liberté ou une des libertés qui peut exister. Autrement, il y a aussi des choses très... je disais, c'est politiquement chargé, hein, c'est-à-dire on observe aussi des fonctionnements où, par exemple, des religions instaurent un certain régime de privacy qui, malheureusement, souvent va dans le sens qui est genré et qui bloque ou qui contrôle plus le corps des femmes que d'autres corps et qui applique plus d'obligations de se voiler, etc., ou de ne pas divulguer de l'information sur les réseaux. Quand le frère vous dit il ne faut pas, elles sont d'accord parce que c'est comme ça que ça se fait et c'est trop dangereux.
pour elle. Voilà, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a ces cadres-là, qui sont des cadres sociaux, religieux, certains diraient culturels, mais il faut déconstruire ce mot et voir ce qui est derrière, et voir la politique sur la vie privée qui s'applique toujours de manière différenciée. En fait, il ne faut pas faire penser, je pense, ou croire que tout le monde comprend la même chose avec ce mot, hein, si on le cite. Oui. Juste une précision quand même, c'est que dans une démocratie, il y a plusieurs droits fondamentaux. La vie privée en fait partie, mais c'est pas le seul. Et on voit un contentieux qui est quand même énorme devant la Cour de cassation, d'opposition entre vie privée, droit au respect de la vie privée et liberté d'expression. Et c'est un exercice très délicat pour le juge d'avoir à concilier les deux, parce qu'aucun n'est absolu. Les deux sont fondamentaux, mais aucun n'est absolu. Là, c'est Etzioni, Amitai Etzioni qui a dit ça, défenseur du communautarisme au sens philosophique, mais qui a dit effectivement, c'est pas compatible. Transparence et liberté d'expression, c'est des valeurs aussi. Alors on sait que la transparence était bien mal utilisée aussi par nos plateformes diverses et variées comme argument de vente, et pour limiter la privacy ou ouvrir l'accès aux données ou nous forcer à en soumettre. Mais je pense qu'il y a ces conflits-là entre les droits fondamentaux, il y a les pratiques qui s'insèrent, qui sont situées, qui sont localisées, qu'il faut étudier. On peut aussi tourner la chose de manière positive. On peut observer différentes solutions, en fait. Pourquoi se restreindre à nos types de sociétés européennes pour trouver des solutions à ces problèmes-là, à ces conflits entre valeurs, à ce que c'est la vie privée, à ce que c'est mes informations personnelles et ce dont j'ai besoin comme individu, ce que je dois partager avec un collectif et à quoi ça sert. Je pense qu'on est aujourd'hui, quand on boomer ou pas boomer, on entend aujourd'hui un certain nombre de revendications aussi, comment construire la société de l'avenir. On entend de plus en plus le collectif revenir, une organisation collective. En gros, vous allez voir papa, maman, vous allez tous vivre dans les grandes maisons partagées avec 20-30 personnes. Puisque écologiquement c'est plus soutenable, etc. etc. Donc peut-être là aussi, forcément, on n'aura pas la même privacy aussi dans ces cadres-là, mais pourquoi pas, c'est intéressant. Ça existe peut-être ailleurs, peut-être il faudrait voir quelles conséquences ça peut avoir et comment ça se gère. Merci. Je m'adresse plutôt aux praticiens de l'information et de la communication sur des classes soit de collège, soit de lycée. Ce que j'ai entendu dans vos propos, c'est que l'éducation à la privacy relève de la sphère privée, très privée, et que donc imaginer qu'un professeur principal qui a déjà peu de temps puisse aborder ces sujets sereinement, on peut imaginer que c'est compliqué. Comment on fait ? Enfin, je veux dire, où est la place pour apporter cet enseignement ? Est-ce qu'il est dans toutes les matières ? Comment est-ce que l'information-communication aujourd'hui appréhende toutes les compétences nécessaires pour digérer un tout petit peu le sujet de la privacy ? Et quels sont un peu les travaux, les bonnes pratiques qui se font en Europe ou à travers le monde sur l'enseignement de la question de la privacy aux élèves de 14 à 16 ans ? Question peut-être trop compliquée, passons à autre chose. Alors, c'est difficile de répondre parce que moi, je ne fais pas de cours sur la privacy. On essaie de construire des notions qui vont permettre d'avoir une connaissance générale du microcosme, du monde de l'information, au sens très large, du fonctionnement des plateformes. Voilà. Et donc, par ce biais-là, on va approcher, j'ai envie de dire, petit à petit, des éléments qui questionnent peut-être la privacy. Je vais donner un exemple. Par exemple, en SNT, quand on parle des réseaux sociaux, on va travailler sur l'économie de l'information et comment les plateformes de réseaux sociaux s'insèrent avec cette économie de l'attention. Et on va essayer de voir le design concrètement sur Instagram, sur Snapchat, qu'est-ce qui fait que
que je vais laisser des données. Quelles données je vais faire? Donc déjà, pour permettre de déculpabiliser, de dire si tu passes du temps sur les écrans, c'est pas de ta faute, hein, c'est aussi les entreprises qui sont faites comme ça. Le déconstruire et de voir quel type de données je laisse, si c'est mes données personnelles. Et là, entre élèves, il va aussi y avoir des débats qui vont se créer, des échanges d'informations. Tiens, là, moi, tu vois, je fais ça, j'utilise telle fonctionnalité, etc. Donc, nous, on crée des dispositifs pédagogiques pour construire un certain nombre de notions qui ne sont pas directement liées à la privacy. Alors peut-être aussi par manque de formation, de choses comme ça, mais on aborde les choses, j'ai envie de dire, par la bande. Voilà, les questions de gouvernance. Toi et tes responsabilités, quelle place ça a dans il y a l'État. Est-ce que l'Europe arrive à mettre des garde-fous pour les jeunes comme toi? Maintenant, elle n'y arrive pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a d'autres enjeux économiques et on essaye de... donc, il n'y a pas de cours sur la privacy. Donc, si on aborde vraiment les questions d'intime de données, c'est, en tout cas dans la construction des savoirs, ça va être à la marge. On va aborder peut-être avec les élèves des questions peut-être plus intimes, j'ai envie de dire, dans des séances de remédiation, suite à des incidents qui ont pu être évoqués, pour essayer d'analyser ça et de construire des solutions ensemble. Mais, ouais. Je pense qu'en éducation, médias, l'information, on fait le pari de la transférabilité et qu'on va pouvoir, en travaillant des compétences informationnelles dans des situations qu'on traite de façon formelle à l'école, espérer que les élèves vont pouvoir le transférer dans d'autres situations informelles et dans leur vie privée aussi, dans leur pratique médiatique personnelle. Donc c'est un peu le pari, on n'est pas sûr de... Les études montrent d'ailleurs que ça ne marche pas à 100%, mais on part sur ça, comme on fait le pari que de travailler en réception, en lecture de documents médiatiques, ça va impulser des choses en termes de production. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait par rapport à ça. Je pense que, comme la collègue le dit, certainement qu'on ne peut pas traiter ces questions en grand groupe. On peut déjà, de façon assez descendante, donner des repères sur le droit. Mais après, c'est par la pédagogie du projet, sur des projets bien précis, sur des situations, qu'on va pouvoir mettre en musique un petit peu ces conseils, ou je ne sais pas si on peut appeler ça des conseils, mais en fait, on est sur des questions de remédiation en réalité. Et pour l'international, je laisse à mon voisin. Parce qu'il y avait une question sur l'international ? Non, je crois qu'elle s'adressait vraiment aux musiciens. Oui, je pense. Comment ça se passe ailleurs, non ? Mais je vous propose, si vous êtes d'accord, de conclure cette table ronde, parce qu'il y en a une deuxième cet après-midi et je ne voudrais pas qu'on déborde davantage. Merci infiniment à tous et à toutes.